Bonjour à tous, Arnaud Duboitier, je suis de l'association Hyper Super TDAH France, membre du conseil d'administration je coordonne les activités bénévoles sur la région. On m'a demandé de présenter deux choses aujourd'hui, un élément qui va simplement présenter globalement l'association assez rapidement et aussi un élément qui était plus un élément de recherche dans le cadre d'un mémoire que j'ai réalisé sur le DU-TDAH, sur tout ce qui est les enjeux professionnels. Alors, en quelques mots déjà, Hyper Super TDAH France, vous avez peut-être entendu parler, donc c'est maintenant 9000 adhérents pour 2025, donc en forte augmentation. C'est une association qui a, je dirais, une marque de fabrique qui est très importante, c'est un socle scientifique. Une association qui a un comité scientifique qui est composé de 14 experts, et l'enjeu justement d'influence et de faire avancer les choses, c'est de pouvoir systématiquement se baser là-dessus pour être crédible en fait, dans le champ institutionnel français et pour pouvoir faire vraiment progresser les choses. Elle est également reconnue d'utilité publique a tout un tas de reconnaissances dont je ne vais pas préciser ici. Alors, dans les missions, il y a des missions de sensibilisation, que ce soit auprès des personnes concernées, des aidants, ou même plus récemment aussi auprès des professionnels de santé. Donc différents supports, je ne vais pas le détailler ici. Il y a une formation en ligne qui existe. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels de santé qui, pour une première approche, s'en sont servis et ont des retours plutôt intéressants. On est également dans des sujets d'accompagnement. Donc on accompagne les familles dans le cadre des rentrées parce que c'est quand même le principal écueil qu'on peut avoir souvent pour les parents d'enfants TDAH, c'est la scolarité, la relation avec l'établissement, la reconnaissance des aménagements, qui est souvent complexe. Et donc, on apporte un soutien là-dessus avec une hotline qui permet d'apporter ça. Des groupes de soutien entre pairs. Donc ça, on l'utilise au niveau national. Et on est en train aussi de mettre en place des groupes, que ce soit sur Lille et également sur Dunkerque. On est à peu près 180 bénévoles terrain, donc actifs sur le territoire, avec les enjeux justement de proximité du réseau et une bonne connaissance terrain. On a aussi une très bonne présence institutionnelle. Louise en parlait juste avant. Hyper Super TDAH France a fait la saisie auprès de la Haute Autorité de Santé pour l'édition des recommandations de bonne pratique. Ça fait partie des objectifs qu'avait fixé la fondatrice il y a déjà 20 ans. Ça met 20 ans, de toute façon, c'est le temps qu'il faut parfois pour ça. Mais voilà, l'aboutissement, c'est ça. Et l'idée, c'est de faire progresser les droits, la reconnaissance à travers l'ensemble des institutions. Et sur les Hauts-de-France, donc une équipe de bénévoles qui est en forte progression aussi, parce qu'il y a 3 ans auparavant, il n'y avait qu'une seule personne. Si ça progresse bien, donc les personnes qui répondent à pas mal de questions en direct, personnes qui nous sollicitent. Le but, c'est surtout d'orienter vers les bonnes personnes, d'apporter des premiers éléments de soutien. Voilà, tout un tas de questions différentes qui peuvent permettre d'aider ces personnes dans l'intégration dans la société. Voilà en quelques mots sur le sujet donc, de l'association. Là, je parlais, alors un sujet qui est plus spécifique, le sujet du TDAH en milieu professionnel. Donc c'est un sujet qui est assez important. Parce que on regarde pas mal d'études qui ont été faites sur les impacts de ça. On a à peu près 3 fois plus de chômage dans la population TDAH, 2 fois plus d'arrêts maladie et 2 fois plus d'accidents du travail. Mais jusqu'à présent, on a eu très peu d'études qui ont été réalisées. Il y a surtout des études qui ont fait l'état de ça, notamment l'étude LODER en 2022, qui a fait une revue littérature qui montre qu'aujourd'hui, on a très peu d'éléments d'études en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre le milieu professionnel comme une résultante. Je prends un diagnostic et je mesure les bénéfices sur l'ensemble des environnements de la personne, mais rien de spécifique au professionnel. En tout cas, c'est rare. Et quand c'est abordé, c'est surtout sur des éléments très productivistes. On a des études américaines qui ont mesuré le temps de perte de productivité du TDAH, du coût pour une entreprise. Voilà, on a des choses comme ça. Mais pas beaucoup plus de choses. Et pour autant, c'est un sujet important, on l'a vu. Alors, j'organise avec Louise des journées de formation pour les professionnels de santé sur le TDAH adulte. Dernière journée, donc la 3e,
j'ai posé la question aux praticiens qui étaient là de qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme, qu'est-ce qui ferait qu'ils reviennent pour une formation. Le premier sujet qui est sorti parmi 20 sujets, c'était justement l'environnement professionnel. Parce qu'en fait, et ça, beaucoup de praticiens le voient, c'est un sujet de souffrance important. Et comprendre ce qui se passe et pouvoir avoir des clés et décrypter, c'est hyper important. Et donc, l'idée, c'est une proposition de clé, clé de lecture environnementale en milieu professionnel, qui se base sur 3 piliers. L'idée, c'est de regarder finalement 3 dimensions de l'environnement professionnel, que ce soit sur la partie fonctionnelle. Donc, ce que je vais appeler fonctionnel ici, c'est tout ce qui est processus lié directement à la performance du travail, donc l'attention, la flexibilité cognitive, qui va plutôt être sur le shifting, en fait, capacité de bascule de tâches qui est plus compliquée pour un TDAH, la mémoire de travail, qui peut être aussi très préjudiciable dans des éléments de productivité, tout simplement, l'exécution de tâches très rythmées. Tout ce qui est planification. Donc là, la partie rapport au temps aussi est plus compliquée pour une personne TDAH. L'organisation. Il y a une dimension également émotionnelle. Donc on l'a vu, tout ce qui est régulation émotionnelle. Alors ce n'est pas dans les critères diagnostiques, mais dans les impacts, on les retrouve assez fréquemment. Régulation des émotions, la gestion du stress qui est plus compliquée pour eux. La dimension aussi motivationnelle qu'on retrouve assez souvent. La mise en mouvement, le fait d'arriver à se motiver pour quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Donc, tâches administratives, ça va être beaucoup plus compliqué pour une autre personne. Et puis, des éléments qui sont probablement plus une résultante d'un parcours qui a été pour eux souvent un peu chaotique et beaucoup de difficultés, de déficit de confiance en soi. Alors, ces 2 notions-là, de première, ça rejoint des choses qui ont déjà été un petit peu adressées autour des fonctions exécutives, qu'on appelle plutôt les fonctions exécutives froides et fonctions exécutives chaudes. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est la dimension relationnelle. Donc tout ce qui est processus lié aux interactions sociales. Donc, que ce soit à la fois les répercussions sur l'environnement, la personne dans son comportement, son impulsivité, etc., va générer peut-être de la tension. Et puis, il y a aussi ce qui va être, on va dire, le défaut d'exécution sociale. On peut illustrer simplement, j'ai dit bonjour à la personne, elle ne m'a pas répondu, elle s'en fiche de moi. Bon, en fait, il n'était pas présent à ce moment-là. Et en fait, l'interprétation qui peut être faite, des fois, elle peut être assez préjudiciable. Et donc, on a mené une étude. Donc, ça, c'est dans le cadre de ce mémoire-là. On a, avec l'association, on a eu 2200 répondants d'adultes en situation professionnelle et qui a conforté plusieurs choses. La pertinence de séparer ces éléments-là, parce que de manière distincte, ils apportent vraiment une compréhension fine de la situation. Deuxième élément, c'est qu'on a des interactions entre ces parties-là. On prend la partie fonctionnelle et émotionnelle. Des difficultés fonctionnelles peuvent générer davantage de stress, de pression, de charges cognitives qui vont avoir d'impact sur la partie émotionnelle. L'inverse est vrai, et pas que dans cette étude. Enfin, on l'a vu aussi dans cette étude, mais c'était démontré avant. Les enjeux de stress vont avoir un effet de majoration des symptômes du TDAH. Et puis, on a la partie relationnelle également, alors, qui est un peu plus indirecte. Elle n'est pas directement reliée à la partie fonctionnelle, mais clairement qui joue avec la dimension émotionnelle. Et toutes les 3 ont un impact significatif dans ce qu'on a mesuré, vraiment sur le vécu professionnel des personnes avec TDAH. Et donc, ce que ça veut dire là-dessus, c'est que finalement, adresser un patient, un sujet, ou même en entreprise pour un manager, une personne TDAH simplement pour la dimension fonctionnelle, sans regarder les autres, peut amener à l'échec. Parce que finalement, si jamais le patient se présente pour des difficultés, de dire « je n'arrive pas à réaliser, je procrastine », mais que derrière, il y a des situations de charge de travail qui ne sont pas bien gérées, de mise sous pression peut-être par le manager qui fonctionne mal, de plein d'autres facteurs qui viennent dégrader ça, ça peut arriver finalement à être contre-productif et ne pas fonctionner. Donc évaluer l'ensemble des dimensions, finalement, c'est mieux comprendre comment faire évoluer les personnes et pour que la prise en charge soit réussie. Donc il y a bien cette notion d'évaluer les difficultés et capacités rencontrées par la personne sur les différentes dimensions. Et du coup, derrière, d'établir un parcours de soins qui soit multimodal.
sur des capacités relationnelles, il y a peut-être des choses à faire, sur des capacités émotionnelles, que ce soit... alors, la partie pharmacologique aide évidemment une partie sur la partie impulsivité et émotion, mais également tout ce qui est TCC. Voilà. Il y a plein de choses à mettre en place à un moment donné pour comprendre, pour s'assurer que la personne soit en réussite. Et enfin, la personne n'a pas forcément conscience, celle qui va se présenter pour ces difficultés-là, conscience que tout ça, ça se rejoint peut-être vers une même difficulté. Et donc la plainte va être beaucoup portée sur des éléments qui vont être fonctionnels, mais finalement, le lien va être moins évident pour elle sur le reste, et venir l'éclairer là-dessus, et lui permettre finalement de trouver des clés, ça peut être également intéressant. En termes d'aménagement, alors on l'a vu aussi, il n'y a pas de boîte à outils toute faite. On souhaiterait, et c'est un peu la difficulté qu'on a avec les entreprises, jusqu'à présent la situation de handicap, c'est j'ai une personne d'un handicap moteur, j'ai concrètement une liste de choses à appliquer. Là, on est sur des choses qui sont plus individus dépendants. Je prends un exemple, le télétravail, donc, qui peut être souvent préconisé, parce que ça permet d'éviter tout ce qui est distracteur. Pour certains, ça va être une perte de cadre, et ça va être plus difficile à gérer. Donc en fait, c'est bien important d'évaluer en fonction de la personne ce qu'il faut mettre en place. Si on devait résumer finalement les aménagements autour de ces trois grandes dimensions, alors qu'elles peuvent être mises en autonomie, parce qu'il y a toujours un vrai frein à venir en parler à son employeur, mais qui peut être dit, finalement, il y a des choses déjà que la personne peut initier. On a parlé de psychoéducation avant, c'est la première chose vraiment à mettre en place, comprendre son trouble et mettre en place des choses. Et puis après, il y a des fois nécessité quand même de solliciter l'aide de l'employeur. Donc sur la partie fonctionnelle, il y a toutes les stratégies pour favoriser l'attention, donc éviter les distracteurs, éviter aussi les réunions trop longues, enfin il y a tout un tas de choses, encore une fois ça va être assez prosaïque comme conseil, mais il y a pas mal de choses à faire là-dessus. L'organisation du temps, alors les entreprises regorgent de formations sur organiser son temps, structurer, donc ça aussi il y a pas mal de choses qui sont bénéfiques pour elles. La gestion de la charge cognitive, là aussi, il y a beaucoup de stratégies à faire pour éviter de se retrouver dans une situation où finalement la charge cognitive vient impacter la fatigabilité du patient et du coup sa capacité à pouvoir travailler. Émotionnel, il y a comment contourner ces difficultés de motivation, comment je viens cultiver ça. Ça aussi, il y a un rôle important de la part du manager. C'est là où c'est plus difficile parce qu'il faut faire entendre ça. On a un management qui serait plus répressif, montrer la différence, montrer ce qui ne va pas, va être beaucoup plus compliqué qu'un management où on va montrer aux personnes à quel point c'est super d'aller chercher tel ou tel objectif. Donc la motivation, c'est partie des effets. Le stress, tout ce qui peut être retiré là-dessus, il y a plein d'idées qui peuvent être également mises en place. Et l'impulsivité, comment la maîtriser, l'identifier pour arriver à mieux la contrôler. Et puis la partie relationnelle, les compétences sociales évidemment, lever mes mains tendues, métacognition, c'est des fois ça peut arriver de faire des écarts, de couper la parole régulièrement. Bon, voilà, c'est pour pas que ce soit trop mal interprété, c'est important de mettre des mots dessus et d'expliquer la situation. Et puis cultiver les relations, là aussi, tout homme, tout être humain, il y a ce qu'on appelle les Anglais un emotional bank account. À un moment donné, tout ce qui va être en positif peut peser. Les éléments négatifs vont être moins là, mais là aussi, des stratégies qui peuvent être intéressantes pour elles, pour arriver à cultiver et améliorer la relation. Voilà à peu près pour les éléments que j'avais à partager.